mais on va faire ça simple et efficace. Donc, je vais partager l'écran tout de suite et on commence. Comme vous avez pu l'entendre, je m'appelle Thomas. Ça fait maintenant 15 ans que je suis installé au Canada, que je travaille à travers le Canada en tant que spécialiste en ressources humaines. Et aujourd'hui, on va regarder un sujet qu'on ne considère pas forcément assez, sauf quand on commence à avoir des problèmes, et c'est évidemment vos droits et vos obligations en tant que travailleur. Donc, merci de me dire ou de me faire un petit signe quand vous pouvez voir l'écran qui s'affiche. Est-ce que j'ai des têtes qui... Oui, est-ce que tout le monde peut voir? Oui, excellent. Merci beaucoup. L'idée ici aujourd'hui, ça va être de vous donner évidemment plein de petites informations pratiques et de vous donner une bonne méthodologie pour aller de l'avant. Mais si vous êtes déjà là, c'est que vous avez compris que ça vous concerne. Les droits qui vous sont donnés aujourd'hui par la loi au Nouveau-Brunswick, mais aussi à travers le Canada, elles s'appliquent à vous, elles s'appliquent à n'importe quelle personne qui vit et qui travaille au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est très important pour pouvoir vous protéger et s'assurer que vous puissiez toujours travailler dans les conditions les plus sécuritaires et respectueuses possibles. Alors, comment on va voir tout ça? Très, très simple, on va avoir 4 points. Le premier, ce sont les normes de travail et les droits fondamentaux. Alors, il y a quand même pas mal de choses à savoir, mais je vais vous donner aujourd'hui ce qui est fondamental, ce que vous devez savoir de base. Et ensuite, si vous voulez en apprendre plus, rassurez-vous, je vais mettre des liens, je vais mettre plein d'informations utiles pour vous à la fin de cette présentation. Sachez que vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes. Je vais vous envoyer cette présentation-là à la fin dans le chat. Vous pourrez la consulter en ligne et vous verrez que j'ai écrit quand même pas mal de choses dedans. C'est fait exprès parce que après cet atelier, si vous oubliez quelque chose, vous pourrez revenir dans la présentation pour relire les éléments importants. Alors, on commence tout de suite. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire ce qu'il y avait avant quand même. On a la santé et la sécurité en deuxième point. On a les obligations des travailleurs, les comportements attendus aussi, et bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait en cas de problème. Donc, on y va avec tout ça et on part avec les normes du travail et les fondamentaux. Ah, ça a coupé un petit peu, c'est pas grave. Donc, la province du Nouveau-Brunswick, elle a établi un certain nombre de règles minimales et on va les regarder ensemble pour pouvoir vous protéger. J'en ai mis 7 ici, il y en a bien plus, mais on va dire que ça ici, c'est quand même ce qui est le plus important. La première de toutes, c'est le salaire minimum dans la province. Sachez que quasiment chaque année, ce salaire minimum, il est réévalué. On va le changer. Donc aujourd'hui, il est de 15 $ et 75 sous depuis le 1er avril, je crois. Et ça, on ne peut pas vous payer en dessous de ça en taux horaire. Voilà, c'est quelque chose, si vous êtes travailleur, si vous êtes à temps plein, à temps partiel, c'est le taux minimum. Évidemment, si vous pouvez négocier plus, je vous y encourage. Il faut savoir que les employeurs doivent verser ce salaire-là pour chaque heure travaillée et pour les heures supplémentaires, c'est-à-dire après 44 heures de travail par semaine, on va multiplier ce taux par 1,5. Donc, si vous êtes payé 20 $ de l'heure et que vous faites une 45e heure de travail dans une semaine, à ce moment-là, cette heure-là, elle ne va pas être payée 20 $, mais 30 $. Évidemment, il y a des taxes, des choses, il y a une imposition qui est faite dessus, mais comprenez bien qu'au Nouveau-Brunswick, le nombre d'heures, le taux minimum auquel on vous paye, c'est 15,65. Et ensuite, les autres points qui sont importants ici, c'est votre journée de travail. En général, elle ne doit pas dépasser 8 heures par jour. Et le nombre d'heures travaillées dans une semaine n'est pas censé dépasser 44 heures par semaine. En moyenne, vous allez voir que beaucoup de compagnies ne vous font travailler que 40 heures, mais elles peuvent vous faire travailler jusqu'à 44 heures. L'autre point ici qui va être important, c'est évidemment vos pauses. Vous n'allez pas travailler 8 heures par jour sans vous reposer. Il y a une pause minimale de 30 minutes qui doit être faite après 5 heures de travail, c'est-à-dire une pause repas. Beaucoup de compagnies vont aussi vous proposer des pauses café qui sont plus courtes, généralement 10 à 15 minutes. Mais ça, ce sont des choses qu'il va falloir demander ou qui vont être expliquées soit dans le règlement qui va vous être donné par l'employeur, soit dans le contrat d'emploi que vous aurez. Donc là, vous voyez, j'ai couvert le point 1 et 2. Maintenant, au niveau du point 3. L'employeur, il doit vous verser toutes les sommes admissibles. Et ça, c'est très, très important. Et notamment, si votre employeur vous dit « j'ai besoin que tu viennes travailler 2 heures aujourd'hui et que tu viennes travailler encore 2 heures demain », sachez que la loi au Nouveau-Brunswick
stipule que les employeurs ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent vous demander de venir pour 2 heures et par contre, ils ne peuvent pas vous payer pour 2 heures. Ils doivent vous payer un montant minimum parce qu'évidemment, si vous venez, vous vous déplacez, il y a des frais, ça vous empêche de faire d'autres choses. Donc ici, la loi demande à ce que vous soyez payé un minimum de 3 heures, peu importe que vous veniez 1 minute au travail ce jour-là, si l'employeur vous l'a demandé, ou 2 heures et 55 minutes, vous serez payé 3 heures. C'est la loi. Et si vous n'êtes pas payé à l'heure, mais payé sur un forfait, c'est-à-dire à l'année, à ce moment-là, on considère que même si vous venez travailler 10 minutes dans cette journée-là, vous serez payé pour votre temps régulier de travail. Donc, si vous êtes au forfait, généralement, c'est une journée entière qui vous est payée. On estime qu'il y a une flexibilité qui sera utilisée à ce moment-là par l'employeur au besoin. L'autre point ici, c'est le nombre de fois que vous allez être payé dans l'année. Vous allez voir que au Canada, généralement, on peut être payé en moyenne 2 fois par mois, le 1er et le 15. À ce moment-là, vous êtes payé 24 fois dans l'année, ou alors vous êtes payé aux 2 semaines. Et là, c'est un petit peu différent en fait, parce qu'au lieu d'être payé 24 fois dans l'année, vous allez être payé 26 fois. Parce qu'il y a en fait 2 mois où vous allez être payé 3 fois. Donc ici, ne soyez pas surpris, quand vous allez faire vos comptes, si on vous dit: «Tu es payé aux 2 semaines», à ce moment-là, vous allez gagner un tout petit peu moins d'argent que si vous étiez payé 2 fois par mois, mais c'est normal parce qu'à la fin de l'année, vous aurez bien gagné le montant, pour lequel, vous avez été embauché. Donc rassurez-vous, c'est parfaitement normal. Dans d'autres secteurs, comme par exemple dans le secteur agricole, vous pouvez être payé à la semaine, voire à la journée. Donc faites bien attention quand vous en discutez avec votre employeur. Et je prends une petite pause ici. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si je vais trop vite, si je parle trop vite, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Mettez-moi un petit mot et on regardera ça ensemble. Et évidemment, comme Emma l'a mentionné, je vais prendre aussi d'autres petites pauses pour respirer. Et là, vous pourrez ouvrir vos micros pour discuter avec moi. Je continue avec les fondamentaux et après ça, on pourra discuter ensemble. Au niveau des congés et des vacances, parce que quand même, il y en a, il faut en profiter. Comment ça se passe? Bien déjà, après 1 an de travail chez un employeur, vous avez le droit à au moins 2 semaines de congés payés. C'est le minimum à travers le Canada et au Nouveau-Brunswick. Évidemment, si vous pouvez négocier plus, sachez que c'est possible. À ce moment-là, prenez plus. Il y a pas mal d'employeurs maintenant qui peuvent proposer 3 semaines. Ça dépend du type d'emploi que vous considérez. Et sachez qu'après 8 ans d'ancienneté chez un employeur, à ce moment-là, vous êtes éligible d'office à 3 semaines de congé. C'est la loi. Souvent, vous allez entendre parler, vos employeurs ou peut-être autour de vous, des gens qui vont dire: «Ah je vais prendre mon 4%, je vais prendre mon 6%, mon 8%». Ça, c'est une terminologie qu'on utilise pour parler des vacances. Parce qu'en fait, quand vous regardez le montant que vous êtes payé à chaque fois, la somme des vacances, c'est ce pourcentage-là. Donc si vous avez le droit, si aujourd'hui vous êtes sur la base, vous êtes éligible à 2 semaines de vacances, vous allez voir que ça représente 4% de votre salaire. Si vous êtes éligible à recevoir 3 semaines de vacances, ça représente 6% de votre salaire et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ne soyez pas perdus avec ça, rassurez-vous, c'est parfaitement normal aussi. Autre point important ici, alors c'est pas les vacances, mais c'est le repos, c'est quand même ici crucial. Vous avez le droit au minimum de vous reposer chaque semaine 24 heures consécutives. Vous avez vu que normalement, les employeurs peuvent vous faire travailler jusqu'à 44 heures d'heures normales de travail, mais ils ne peuvent pas non plus vous faire travailler toute la semaine. Ce n'est pas possible. Vous avez le droit à un repos de 24 heures consécutives. La majorité des employeurs vous laissent vous reposer en général 2 jours consécutifs de 48 heures. Donc ici, gardez ça en tête aussi parce que ça va vous impacter au niveau du nombre d'heures que vous êtes censé faire et du nombre d'heures que vous devez être payé parce que les heures supplémentaires ici aussi, c'est quand même sympathique. Et le dernier point au niveau du repos, des vacances, c'est les jours fériés. Au Nouveau-Brunswick, à moins que vous travaillez dans une banque, une école, une université ou dans l'assurance, vous allez avoir 8 jours fériés payés. Et la façon dont c'est payé, généralement, c'est au prorata des 4 dernières semaines travaillées. C'est-à-dire que si vous cumulez plus de 4 semaines chez un employeur, ne vous embêtez pas trop, ce sera payé comme une journée normale. 2 autres points, très importants là aussi. Vous allez voir qu'au Canada, c'est quand même assez rare de faire toute sa carrière chez un seul employeur.
Donc généralement, ce qui va se passer, c'est que tous les 2, 3, 4 ans, bah, peut-être que vous allez avoir une meilleure opportunité ailleurs. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bah, soit vous allez remettre votre démission, soit votre employeur vous dit: «Bah, tiens, ça va pas bien en ce moment l'économie, on a besoin de te licencier». Donc ça peut arriver, soyez préparés à ça et dites-vous que l'employeur, il peut pas juste vous licencier et vous dire: «OK, ciao». Non, il y a des choses à respecter. L'employeur, il doit vous notifier avec un préavis suffisant. Il doit aussi s'assurer de vous payer tout ce qu'il vous doit, idéalement le dernier jour de votre dernier jour de travail, ou alors dans un délai de 21 jours calendaires suivant votre dernière journée de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous vos salaires, si vous avez travaillé 2 semaines et vous êtes licencié sur le dernier jour de votre paye, vous devez toucher toutes les journées que vous n'avez pas pour lesquelles vous n'avez pas été payé. Si vous avez des commissions, elles doivent être calculées, elles doivent être payées. Si vous avez des congés que vous n'avez pas consommés, là aussi, ils doivent être payés. Donc toutes ces petites choses-là, il va falloir y faire attention et on va voir comment vous allez pouvoir suivre ça. Et le dernier point ici, c'est les employeurs, ils ont des devoirs vis-à-vis de vous et ça fait partie de vos droits fondamentaux, hein. Ça va être par exemple de s'assurer que votre employeur vous forme. Ça, c'est très, très important. Si l'employeur, sa responsabilité, c'est de recruter des personnes qui ont les qualifications et les expériences nécessaires pour faire l'emploi et de vous former à tous les outils et process nécessaires pour accomplir ce travail-là. S'il ne le fait pas et qu'il vous licencie, bah, c'est sa responsabilité qui est en jeu. L'employeur doit aussi vous informer de tous les risques de santé et de sécurité. On va y revenir à ça, mais si vous travaillez dans un milieu, par exemple industriel, où il y a des engins coupants, ou des engins un petit peu dangereux de construction, eh bien l'employeur a le devoir de vous former, de vous dire comment réagir, comment vous comporter dans ces environnements-là. Il faut aussi que l'employeur s'assure de vous fournir tous les outils nécessaires et les équipements de protection s'il y a lieu. Si vous travaillez dans une banque, vous avez besoin d'un ordinateur. Si votre employeur vous dit non, non, ramène ton ordinateur, ça va aller, non, ça ne marche pas. Si vous êtes par exemple, à contrario, un travailleur indépendant, c'est-à-dire vous n'êtes pas un employé, là, à ce moment-là, votre client, ce ne sera pas un employeur, lui, il peut vous demander de ramener vos propres outils. Mais en tant qu'employé, quand vous êtes recruté, vous n'avez pas à ramener des choses de chez vous pour les utiliser au travail. C'est la responsabilité de l'employeur. Évidemment, bah, ça veut dire aussi que l'employeur, s'il doit vous fournir un ordinateur, il doit s'assurer que vous compreniez, que vous sachiez utiliser tous les logiciels nécessaires et que vous puissiez manipuler tous les produits dangereux, s'il y en a, de la bonne façon. Hein, si par exemple vous devez faire du ménage, bah, parfois il y a des produits qui sont quand même assez costauds en ménage, il faut les connaître, il faut savoir lesquels il ne faut pas mélanger ensemble, lesquels il faut mélanger ensemble et à quelle quantité. Et enfin, vous allez voir aussi que l'employeur a l'obligation d'afficher une copie de la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Généralement, il va mettre ça dans ce qu'on appelle le break room, hein, la salle de pause. C'est une petite affiche comme ça qu'on peut avoir en plusieurs langues. Et s'il n'y a pas, bah, il faut la demander. Parce que si jamais il y a un accident, s'il y a quoi que ce soit, vous devez savoir qui appeler et quand et comment réagir. Et enfin, si jamais il y a une problématique, un accident de travail, un cas de harcèlement, heu, toutes petites choses comme ça, enfin, c'est pas des petites choses en général d'ailleurs, mais tout ce qui pourrait perturber les opérations, le fonctionnement de l'entreprise ou aussi le bien-être et le respect dû aux employés. À ce moment-là, il faut le notifier à l'employeur et à ce moment-là, l'employeur a obligation d'enquêter et de comprendre en fait ce qui s'est passé vis-à-vis de cet incident-là et de prendre les mesures nécessaires pour corriger la problématique et s'assurer que ça ne se reproduise plus. Et si jamais c'est une blessure, bah, s'assurer que la personne soit prise en charge convenablement et aux frais de l'employeur en général. Voilà, je prends une petite pause ici. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des remarques? Est-ce que ça va? Oui, on est bon? Très bien. Eh bien, à ce moment-là, on passe à la suite. Les incontournables. Il y a deux petites choses ici. Quand même, il faut faire attention. Quand vous passez les entretiens, vous dites: «Ça y est, j'ai décroché une offre d'emploi», sachez que tout travailleur au Canada a droit à des conditions de travail écrites et compréhensibles. Ça veut dire que vous avez le droit à un contrat de travail. Qu'il soit, sous forme papier, sous forme PDF ou par email, l'important, c'est que vous ayez une compréhension claire de ce pourquoi vous êtes recruté, c'est-à-dire compréhension du poste,
le titre, la description de travail, le salaire, les heures aussi de travail qui sont prévues, la durée de l'emploi, surtout si, si c'est temporaire, hein, et les conditions de fin d'emploi. Généralement, c'est le minimum que vous allez retrouver dans un contrat d'embauche. Si on vous dit non, non, c'est bon, on t'embauche comme ça, tu n'as pas besoin de contrat, t'inquiète pas, assurez-vous d'avoir quelque part soit un enregistrement ou une trace écrite de vos conditions d'emploi. Ça, c'est vraiment important parce que s'il y a quoi que ce soit, vous avez un problème sur votre paye ou l'employeur dit bah non, non, cette personne, elle n'a jamais travaillé chez nous, vous aurez des échanges écrits, vous aurez des preuves. Donc ça, c'est très important. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, on est content d'avoir les petites preuves écrites. Si le contrat n'est pas clair ou s'il n'est pas dans la langue que vous comprenez, c'est-à-dire si on vous donne un contrat en anglais et vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous pouvez demander à avoir une traduction en français. Il y a quand même ce droit fondamental au Nouveau-Brunswick qui est absolument magnifique, donc utilisez-le. Et sachez aussi, un autre point, et puis après je prendrai la question de Rabat, sachez qu'un employeur n'a pas le droit de vous donner un contrat et de vous le faire signer tout de suite. Vous avez le droit de prendre le temps, de prendre le contrat à la maison, de le faire lire par quelqu'un qui s'y connaît, par quelqu'un d'un centre communautaire, d'un centre d'emploi qui va vous aider à comprendre ce qu'on vous fait signer. Et le dernier point ici, avant que je prenne la question de Rabat, c'est que c'est pas parce qu'il y a quelque chose de marqué dans le contrat que c'est forcément légal. Si l'employeur vous dit, bon, bah voilà, tu vas travailler 50 heures par semaine au taux normal de 20 $ de l'heure et pas $1 de plus, sachez que c'est illégal. Si c'est marqué, c'est pas grave. Vous allez travailler vos 50 heures, mais à partir de la 44e heure, toutes les heures travaillées additionnelles seront payées en heures supplémentaires, même si le contrat dit l'inverse, parce que la loi prévaut. La loi, elle est plus importante que ce qui est marqué sur le contrat. C'est tout. Rabat, tu avais une question. On t'écoute. Oui, juste Thomas, je voulais rebondir sur la question des congés. Lorsqu'on dit Oui. 15 jours, est-ce que c'est 15 jours ouvrables ou bien c'est 15 jours, voilà, y compris le week-end? C'est une très bonne question. Alors, Ok, tu verras généralement que dans les contrats, on va te dire, tu as le droit à 10 jours de congé. Et en fait, c'est le nombre de jours travaillés. Donc 10 jours, ça veut dire 2 semaines, en fait. Est-ce que d'accord. c'est clair? Ouais, ouais. OK. 15 jours, donc 3 semaines, voilà. Si on te dit 15 jours, oui, en effet, c'est ça. Mais Ok, ok, si parfait. tu as un doute, demande à l'employeur, toujours. Ok, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Edwidge, oui, on a une question Bonjour d'Edwidge. Thomas, bonjour à Allô? tous. Ma question est de savoir si le contrat de travail tient compte des emplois temporaires, des emplois de suppléance, des emplois à durée déterminée. Le contrat de travail, généralement, on doit en faire un dès le moment où toi, tu vas avoir une relation de travail avec un employeur. Donc, là-dessus, est-ce que peut-être tu peux spécifier un peu plus ta question pour que je sois sûr de pouvoir y répondre correctement? D'accord. Je vais bientôt faire de la suppléance. Donc, me Mhm, basant sur les éléments qui doivent être contenus dans le contrat, bon, a mhm. priori, ce que j'ai reçu n'est pas un contrat de travail. D'où ma question, est-ce que dans le cadre des suppléances, on a droit à un contrat de travail formel avec les éléments indiqués sur le slide présent? Merci. OK, parfait. Alors, là-dessus, tu vas voir que le contrat de travail, malheureusement, j'ai envie de dire, ça prend plusieurs formes. Tu peux avoir ce qu'on appelle un contrat cadre. Donc, c'est un contrat où on va te dire, bah voilà, à partir de maintenant, tu es suppléante, mais en fait, on ne marque pas quand exactement tu vas venir travailler, on va t'appeler. Tu es sur appel. Donc là, tu vas avoir la base, ton document de base qui va t'expliquer, bah, tu es suppléante pour tel type de poste, tu vas travailler un maximum de temps d'heures, tu vas être appelé sous telle condition et telle condition. À ce moment-là, on est bon, on peut avancer. Si tu vois qu'il manque certaines informations, tu peux les demander à l'employeur. Mais il faut aussi partir du principe que, et là je devine, hein, parce que tu m'as dit suppléante, donc j'essaie de me mettre à ta place. Si l'employeur dit que tu es suppléante, ça veut dire que tu vas avoir des horaires de travail irréguliers. Et la chose sur laquelle tu vas devoir faire attention, c'est si tu travailles de manière irrégulière, est-ce que tu as un nombre d'heures suffisante? Et si jamais tu travailles trop, est-ce que tes heures supplémentaires ont été payées? L'autre point que tu peux avoir, c'est si jamais tu dois être suppléante
dans différents endroits. Est-ce que les conditions vis-à-vis des déplacements, le coût des déplacements, la prise en charge, peu importe de ce que c'est ici, que ce soit les frais kilométriques ou les frais de transport public, est-ce que c'est pris en charge ou pas aussi? Là, tu pourras regarder si c'est marqué dans ton accord, dans ton contrat de base. Edwige, est-ce que ça répond en partie à ta question? Sache que si ça n'est pas le cas, là-dessus, je te recommanderais aussi peut-être d'avoir une discussion avec le centre d'emploi ou avec mes collègues aujourd'hui un peu plus en détail après pour être sûr aussi que tout soit propre de ton côté avec cet employeur-là. Je pense que c'est clair pour l'instant. Merci beaucoup. D'accord, parfait, merci. Je prends une dernière question et puis après on continue la musique. Karim, on t'écoute. Oui, tout d'abord, merci pour ces informations. En fait, je demande le cas pour ma femme. Elle travaille avec une agence de placement. Elle n'a pas de contrat. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont pas un contrat, mais elle a des écrits, bien sûr, elle a des emails, elle a des justificatifs. Donc, elle a déjà le bulletin de paie, c'est mentionné avec l'employeur qu'elle travaille, mais elle n'a pas de contrat, elle n'a pas de congé, elle a juste le cumul, le pourcentage que tout à l'heure tu as parlé, donc c'est tout ce qu'elle a. Donc, elle n'a pas des jours de congé pour l'instant. Donc, même les jours fériés, donc, elle a complété après un an. À ce moment-là, elle peut bénéficier de tous les jours fériés. Donc, j'ai aucune idée en tant que des nouveaux arrivants ici. Et on a juste une année, on n'a pas beaucoup de connaissances pour cela. Donc, voilà ma question. Est-ce que c'est normal ou bien est-ce qu'on peut attendre après l'année pour demander à l'agence de placement d'avoir un contrat ou bien parce même ma femme, elle demande à l'employeur est-ce qu'il y aura une intégration directe avec l'entreprise. Donc, ils n'ont aucune réponse. Donc, voici ma question et merci. Ok, parfait. Ben, merci pour ça. Alors, première chose à savoir, les jours fériés, vous y avez le droit d'office, dès le premier jour. Si vous commencez à travailler et qu'une semaine après, il y a un jour férié, à moins que l'employeur vous demande spécifiquement de rester, de travailler sur ce jour-là, et à ce moment-là, vous allez être payé un petit peu plus. Sinon, vous avez le droit de prendre le jour férié. Pour Oui, les je vacances, m'excuse. oui, Oui, elle prend le jour férié, mais non payé. ok, Oui, intéressant ça. c'est ça. Ouais, c'est non payé, mais après une année, donc à ce moment-là, il peut bénéficier de tous les jours fériés, bien sûr payés. Donc, on parle de la rémunération, donc le jour payé, le jour férié est non payé. Il a juste quelques jours fériés qui sont payés, les autres jours non. Après une année, ils ont dit qu'après une année, il peut bénéficier de tous les jours fériés, bien sûr payés. Voilà. Ok, alors, il y a ici, avec les informations que tu nous as données, il y a deux options. Option 1, l'employeur en question, il arrête le travail plus de jours que permis. C'est-à-dire que parfois, si on voit dans les banques ou les choses comme ça, eux, ils vont pas avoir 8, mais ils vont avoir 11 ou 12 jours fériés. Parce qu'en fait, il y a des journées qui ne sont pas payées, qui ne sont pas reconnues par le gouvernement comme étant nécessairement applicables. Et là, à ce moment-là, si c'est le cas pour ta femme, bah, ça veut dire que ces jours additionnels-là où son employeur ne travaille pas, bah, c'est des jours chômés. Si par contre, tu vois qu'elle a été payée pour moins de 8 jours dans l'année, les 8 jours de base fériés, là, on a un problème. Là, à ce moment-là, il va falloir aller voir l'agence et dire non, non, elle a travaillé les 4 semaines avant, elle est censée, elle doit être payée pour ces jours-là. Et si jamais tu vois que ça continue de traîner, ce que je te recommande fortement, c'est en moyenne, tu as jusqu'à, la jurisprudence, c'est ça, tu as jusqu'à 2 ans après pour porter plainte et dire, bah, j'ai pas été payé pour ces jours fériés-là sur les 2 dernières années, je demande réparation. Et généralement, quand tu fais une mise en demeure à l'agence, après, ils sont un petit peu obligés de payer quand même. Mais pour être sûr, prends le temps d'aller vérifier avec quelqu'un directement pour ton cas. C'est quand même assez particulier ici. Mais oui, non, si tu travailles les 4 semaines avant le jour férié, tu es éligible à être payé pour ce jour férié-là. Pour ce qui est des vacances que tu m'as dit, en effet, ce qui va se passer, c'est que généralement, les agences, elles vont prévoir, elles vont accumuler les vacances. Donc, au bout d'un an, tu as le droit de les utiliser à peu près comme tu veux. Il faut quand même demander la permission avant de partir en vacances. Et si jamais tu arrêtes de travailler avec l'agence, à ce moment-là, il faut demander le paiement des vacances. Ça, il faut y faire attention parce il y a quelques employeurs qui sont un petit peu coquins et ils vont essayer de ne pas te les payer. Mais généralement, 95% des employeurs vont faire la bonne chose.
Donc, va consulter quelqu'un directement pour le cas précis ici, parce que malheureusement, je ne peux pas forcément, tu sais, tout expliquer, puis j'ai pas envie, je veux pas que tu étales toute ta vie devant nous non plus, tu sais, je veux respecter ta vie privée. Mais oui, va t'assurer avec quelqu'un ici de l'organisme de préférence ou un avocat. Il y en a qui font ça pro bono, et tu devrais avoir toutes les réponses nécessaires pour ton cas. Parfait. Je vois que j'avais une dernière question. Chamier, oui, est-ce que tu avais une question, un commentaire? Ah, ton micro est coupé. On t'entend pas. Chamier, on t'entend pas. Ok, excusez-moi, bonjour, j'avais oublié d'enlever le Allô? micro, ouais, C'est excusez-moi. bon. Ouais, pour les Dis-nous. contrats occasionnels, je voulais demander si, par exemple, l'employeur n'a pas mis fin au contrat, mais l'employé n'a plus de shift, on ne l'appelle plus pour des shifts. Donc, je voulais demander comment récupérer les holidays pay, mais vous avez répondu à la fin. Ou Oui, bien s'il y a d'autres détails, puisque l'employé n'a pas mis fin au contrat, mais on ne vous donne plus d'heures de travail. ok. Alors, il faut savoir que normalement, l'employeur, il a un délai. Si tu ne travailles plus, c'est-à-dire tu n'as plus de shift de travail pendant un certain temps, l'employeur a l'obligation de te payer tes vacances, tout ce qu'il te doit, juste pour être sûr que ce soit fait proprement. Et ça, alors, le détail, tu le trouveras plus dans la loi. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais oui, il y a une obligation de l'employeur ici de s'assurer. Ok, merci beaucoup. C'est tout. Et si vers la fin aussi, si on peut avoir quelques contacts là, Oui, Merci beaucoup. pas de problème. Ok, alors, merci pour toutes ces questions. C'est super. Là, il faut continuer comme ça. On aime ça. L'autre point que je vais parler maintenant, que je vais aborder, est un petit peu plus sensible, mais il nous concerne vraiment tous. C'est le droit au respect. Au Nouveau-Brunswick, vous avez la loi sur les droits de la personne, le Human Rights Act. Et ça vous protège contre plus de 16 types de discrimination différentes, que ce soit votre origine nationale, c'est-à-dire le pays duquel vous arrivez, votre ethnie, votre couleur de peau, votre sexe, vos orientations sexuelles, votre identité de genre, votre âge, votre situation sociale, religion, votre situation de famille, votre handicap, votre langue, etc., etc., etc. La loi vous protège contre les discriminations. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bouclier magique, c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser. Donc, si quelqu'un, à un moment donné, vous insulte, vous parle mal, si vous vous rendez compte que vous avez candidaté à un poste, mais que on ne vous a même pas répondu, on ne vous a même pas considéré, alors que vous êtes déjà en interne et vous semblez avoir toutes les caractéristiques requises pour obtenir cette promotion ou cet emploi-là. À ce moment-là, il faut, et on va le voir après, il faut entamer des conversations avec l'employeur pour voir ce qui se passe. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose, bien vous assurer de couper les micros, s'il vous plaît. Parfait, merci. Giomeni, viens t'assurer, s'il te plaît, de couper ton micro. Excellent. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est il faut déjà il ne faut pas avoir peur. Quand on voit qu'il y a une situation qui peut poser problème, il faut entamer une conversation posément, et on va voir après tous les petits éléments pour réussir justement à faire ça. Mais dans tous les cas, vous avez le droit à un environnement de travail. Vous n'avez pas à subir de harcèlement, vous n'avez pas à subir d'abus verbal, physique ou psychologique. Vous avez le droit à un environnement de travail sain et respectueux. Maintenant, on continue un petit peu. Bien s'assurer encore une fois, s'il vous plaît, de couper vos micros. Alida, merci de couper le micro juste pour être sûr. Ce sera parfait. Et alors, la santé et la sécurité au travail, parce qu'il faut quand même en parler, c'est un gros morceau. Ça passe aussi par là, c'est vos droits fondamentaux. Donc, il faut savoir que la santé et la sécurité, ça s'est développé ces derniers 100 ans vraiment. Et première des choses, c'est fondamental, et j'en ai parlé un tout petit peu avant, c'est que vous avez le droit de connaître les dangers. Vous devez être informé des risques liés à votre emploi. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans un secteur où vous travaillez dans une usine et vous allez respirer des poussières, et dans ce cas-là, vous devez savoir que ça existe. Est-ce que vous êtes dans un emploi, alors je sais pas, je suis navré d'insister là-dessus, est-ce que quelqu'un peut s'assurer que tout le monde soit… C'est certain que j'aurais pu faire des le micro soit coupé. Alida, s'il vous plaît, Dominique. J'aurais pu mettre un pied. Bon, on l'a perdu.
Si quelqu'un peut s'assurer de couper le micro d'Alida, s'il vous plaît. Emma. Merci beaucoup. Oui. Super. OK, on continue ici. Donc, si vous êtes un travail de bureau, vous êtes assis toute la journée, bah, évidemment, il faut aussi connaître les risques qui sont liés à ça. Hein, les problèmes de posture, l'arthrite, les tendinites, etc. Donc, il y a plein de petites choses ici. Vous avez le droit de connaître ces risques-là. Vous pouvez les demander auprès de votre employeur, vous pouvez les demander auprès des associations et des organismes de santé et de sécurité au travail. Vous avez le droit de participer. Ça, c'est un droit qui est fondamental et il faut le connaître parce que vous avez le droit de participer activement dans la prévention des accidents. Vous arrivez dans une usine un matin, vous voyez que le sol est imbibé d'eau, donc c'est extrêmement glissant et qu'il n'y a rien qui prévient les gens de ça. Prévenez les gens, prévenez votre boss, dites-lui, tiens, il faut enlever l'eau ou alors il faut mettre quelque chose pour dire aux gens que c'est glissant, parce que sinon, il peut y avoir à ce moment-là des accidents. De l'autre point ici, il faut signaler donc les situations dangereuses à votre superviseur, toujours. N'ayez pas l'impression que vous devez cacher les choses à votre employeur parce que sinon, il va être de mauvaise humeur. S'il y a un risque pour vous, une personne qui travaille, bah, c'est un risque pour la business aussi. C'est un risque pour l'entreprise parce qu'à ce moment-là, si quelqu'un a un accident, bah, il faut arrêter de travailler. Il faut s'occuper de cette personne-là. Donc ça, c'est de l'argent qui est perdu pour tout le monde. Donc il faut prévenir, il faut signaler les accidents. Il faut aussi, et ça c'est très très important, il faut participer aux formations de sécurité. Idéalement, si vous pouvez vous investir dans un comité santé-sécurité, ça va aussi beaucoup vous aider à apprendre sur l'entreprise, à vous créer un réseau et à savoir s'il y a d'autres risques à prendre en compte dans l'entreprise. Et quand vous participez à une formation, on va le voir aussi après, il faut être sûr de bien la comprendre. Je vais vous donner un exemple tout bête qui a presque mal fini. Avant, je travaillais dans une entreprise qui avait un entrepôt. Et dans cet entrepôt, vous aviez des étagères qui montaient jusqu'à environ 3 étages de hauteur, c'est-à-dire 15 mètres. Et on avait fait des formations pour toutes les personnes de l'entrepôt. On avait pris le temps de leur dire, si vous devez aller chercher quelque chose à 15 mètres de hauteur, vous allez prendre le forklift, c'est-à-dire la petite échelle mécanique. Vous allez prendre ça, vous allez vous attacher dans le dos avec le harnais de sécurité et vous allez aller prendre ce que vous devez aller prendre là-haut. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit oui, oui, oui. Et 1 heure plus tard, je reçois un appel paniqué et on me dit qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à escalader ces étagères-là pour aller chercher un petit objet. Et j'arrive sur les lieux et en effet, je vois quelqu'un en train de redescendre de 15 mètres de haut. Et c'est là où j'ai vérifié, j'ai dit, mais tu as suivi la formation de santé-sécurité, tu sais que tu ne peux pas faire ça, c'est dangereux. Et on m'a dit, oui, mais c'est plus rapide. Et ce que cette personne ne savait pas, c'est 1 mois plus tard, on l'a rattrapé encore en train de faire ça, sauf que cette journée-là, il avait plu, ses chaussures étaient mouillées et malheureusement, cette personne est tombée. Et alors, je ne sais plus si elle s'est cassé un bras ou une jambe, mais en tout cas, ce n'était pas joli à la fin. Elle a survécu. Mais tout ça pour dire que si vous êtes formé sur quelque chose, même si vous avez l'impression que c'est stupide, ça vous rajoute du travail, ça ralentit votre travail, c'est fait exprès parce qu'il y a des antécédents, il y a des études qui ont été faites et il vaut mieux travailler un petit peu moins vite pour travailler d'une manière sécuritaire. On veut que vous puissiez rentrer chez vous sain et sauf, que vous puissiez profiter de votre famille tranquillement, parce que si vous ne respectez pas les règles de santé et sécurité au travail, votre employeur, il va vous requinquer un petit peu, mais il ne va pas vous payer $1 million en dommages et intérêts parce que, soi-disant, il a été négligent. Si c'est votre faute, attention, ça peut être aussi une raison de vous licencier. Utilisez vos droits intelligemment ici. D'ailleurs, en parlant d'utiliser intelligemment vos droits, s'il y a une situation risquée, je reprends l'exemple où vous arrivez au travail et les parterres sont humides, et là, vous voyez qu'il y a un câble électrique, ou un câble en tout cas, qui est détaché et qui pendouille. On ne sait pas si c'est électrique ou pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Si l'employeur vous dit c'est pas grave, allez travailler, dites non, on ne sait pas si c'est électrique, on ne sait pas si on va mourir électrocuté ou si on va glisser. Donc, on refuse de travailler tant que cela n'est pas fixé, tant que cela n'est pas réparé. C'est un droit fondamental que vous avez le droit d'utiliser. Attention à ne pas en abuser non plus. Hein. Si votre emploi à vous, c'est de ramasser des fourchettes et des couteaux pour les mettre, par exemple, dans un restaurant, pour les mettre dans des serviettes, et que vous dites à votre boss, ah bah je peux pas faire ça, c'est trop dangereux, je vais me couper avec un couteau, là il y a un abus. Par contre, si je reprends l'autre exemple, vous n'êtes pas électricien, s'il y a un câble qui pendouille, à ce moment-là, ce n'est pas à vous de réparer ça, c'est à quelqu'un de compétent, c'est-à-dire un électricien. Donc faites très attention à ça. Donc dans ces cas-là, vous repérez la problématique tout de suite, vous la notifiez à votre employeur, vous vous assurez que personne d'autre ne va dans cette zone-là,
Et votre employeur a obligation de vérifier la situation et de prendre les mesures nécessaires pour corriger le problème. Si jamais votre employeur ne veut pas faire ça, vous avez le droit de continuer à arrêter de travail, même s'il vous dit je vous licencie, il ne peut pas. Parce qu'ici, il y a clairement un manquement. Et je vous ai mis ici, et je vous le remettrai après, le numéro de téléphone de WorkSafe New Brunswick. Et là, vous allez avoir des inspecteurs qui vont pouvoir venir constater la problématique et demander les mesures de réparation nécessaires auprès de l'employeur. Bon, sachez quand même que dans vos droits fondamentaux, je sais, je tire un peu la corde, mais il y a des obligations dedans, vous l'aurez compris. Hein, c'est vos droits votre refus de travail, le droit, il est implicite dans le fait que vous avez l'obligation de regarder s'il y a une problématique et de le notifier. Donc ici, il faut suivre les formations, toujours. Il faut consigner les données nécessaires aussi, on reviendra sur ce point. Il faut utiliser correctement les équipements fournis. Hein, si vous vous amusez à faire une course de chariot parce que vous travaillez dans un, et j'ai déjà vu ça malheureusement, si vous travaillez dans un supermarché et vous faites une course de chariot avant l'ouverture, vous tombez ou vous faites mal, malheureusement, l'employeur il va faire le minimum, mais s'il veut vous licencier, il aura le droit. Donc faites attention à ça. Utilisez correctement les équipements, signalez tout danger ou tout incident à votre superviseur direct, et s'il n'est pas là, à son superviseur ou au responsable santé-sécurité, ou, et ça c'est un autre point aussi, à votre représentant syndical. Il arrive très souvent dans un certain nombre d'entreprises qu'il y ait des syndicats présents, et généralement, votre emploi il sera syndiqué aussi. À ce moment-là, ça veut dire qu'en plus de votre manager ou du responsable santé-sécurité, vous aurez aussi accès à un représentant syndical. Et enfin, ne pas blesser volontairement quelqu'un ni endommager les équipements de sécurité. Ça peut paraître bête, mais le nombre de fois où j'ai vu des gens qui s'amusaient à taper contre les murs leurs chaussures de sécurité alors que ce n'est pas fait pour ça, ou de s'asseoir sur leur casque de chantier alors que ce n'est pas fait pour ça, ou de jouer au foot avec leur casque aussi, ça arrivé, ou alors de s'amuser et de dire ah bah tiens, on va faire une blague à un tel, on va lui mettre un petit seau de ciment comme ça sur les vêtements. C'est pas une bonne idée. Quand vous êtes au travail, oui, vous pouvez avoir un peu d'humour, hein, mais sachez qu'il y a une différence très fine entre humour et harcèlement, humour et violence envers quelqu'un. Donc, on fait ça tranquillement et on garde les choses vraiment très civiles. Et dans les autres petites choses, oui, je sais, je suis un petit peu, je suis un petit peu sombre, mais j'en ai vu quelques-unes et je peux vous dire, il faut quand même faire attention ici. Donc, on revient sur les obligations de l'employeur parce que c'est très, très, très important. Obligation de vous informer sur les risques, obligation de vous former, obligation de vous fournir les équipements nécessaires de protection. Si vous travaillez dans un milieu bruyant, il va vous donner des atténuateurs de son. Si vous travaillez dans un milieu où quelque chose peut vous tomber sur la tête, il vous donne un casque. S'il y a des choses qui peuvent vous écraser les pieds, il va vous donner des chaussures de sécurité. Vous n'avez pas à payer pour ces équipements-là. Par contre, vous ne pouvez pas non plus choisir. Hein, il va avoir une petite sélection assez limitée. Si vous avez une condition médicale ou si vous avez tout simplement un corps un peu particulier, sachez que vous avez le droit de demander une adaptation de votre poste ou de vos équipements. Un exemple tout bête, une époque, je devais acheter environ 200 paires de chaussures de sécurité par an. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que certains de nos employés ne portaient pas leurs chaussures parce qu'elles leur faisaient mal. On s'est rendu compte qu'ils avaient les pieds un peu plus larges. Donc, on a dû aussi, à ce moment-là, adapter. Et donc, au lieu d'acheter 200 paires de chaussures, on en achetait 190 normales et une dizaine extra larges pour pouvoir accommoder ces gens-là et s'assurer qu'ils puissent travailler en sécurité. Donc, si vous êtes un peu différent des autres, un peu plus grand, un peu plus petit, un peu plus rond, un peu plus épais, c'est pas grave. Demandez à ce qu'on adapte aussi vos équipements et votre poste de travail si nécessaire. Et enfin, on doit évidemment, l'employeur a l'obligation de corriger les situations dangereuses. C'est son obligation primaire. S'il ne le fait pas, on appelle le gouvernement, on appelle WorkSafe NB, et à ce moment-là, l'employeur, il doit se débrouiller avec eux et il doit régler la situation à leur satisfaction et à la vôtre. Ok, on continue ici, puis je prendrai une petite pause après. L'obligation des travailleurs et comportements attendus. Ben oui, parce que bon, on a commencé sur les obligations, on va continuer là-dessus. L'employeur, il doit obéir à un certain nombre de règles et de lois vis-à-vis de vous. Et c'est un peu la même chose aussi de votre côté, vous l'aurez compris. Donc votre rôle dans l'entreprise, il est évidemment de respecter toutes les consignes de sécurité et de signaler les dangers. Ça, je pense que je l'ai suffisamment répété.
Un autre point qui est très très important ici dans la santé-sécurité. Et ça, c'est même valable au-delà de ça. Si on vous a formé sur un outil et que le lendemain, vous ne vous souvenez plus, vous pouvez demander, vous pouvez poser des questions. Si vous n'avez pas pris des notes, prenez des notes. Si vous êtes quelqu'un, si vous vous rappelez, si vous avez une mémoire parfaite, tant mieux pour vous. Mais pour le commun des mortels, généralement, il vaut mieux prendre des notes à chaque fois pour s'assurer de pouvoir utiliser correctement les processus, les outils, les applications. C'est normal que vous soyez plus lent que les autres. Ne vous mettez pas la pression inutilement. Travaillez lentement au début pour acquérir les bons réflexes et à la fin être hyper productif. Si jamais vous êtes malade ou si jamais vous êtes blessé, notamment si vous tombez malade pendant votre quart de travail ou si vous êtes blessé, ça arrive plus souvent, pendant votre quart de travail, notifiez-le à l'employeur. Le nombre de fois où ça m'est arrivé où je travaillais dans de l'alimentaire, on faisait des préparations de plateaux pour l'aérien, et les gens se coupaient les mains, les doigts, les pieds, les pouces, enfin surtout les mains. Ils disaient rien et ils continuaient à préparer la nourriture. Ça, c'est un cas de contamination standard, classique d'école. On a dû mettre en place un certain nombre de processus pour être sûr que quand quelqu'un se coupait, mais qu'il vienne, il valait mieux qu'il prenne 5 minutes avec moi, que je le rafistole, que je désinfecte sa plaie, que je protège sa plaie, qu'on lui mette les gants, qu'on vérifie qu'il soit toujours en capacité de travailler, plutôt que soit qu'il prenne un risque à se contaminer vraiment son doigt et qu'il ait un problème, une infection après, ou alors, en fait, quelques jours plus tard, il ait une grosse problématique et ne puisse plus venir travailler pendant 1 semaine ou 2 semaines. Donc, quand vous êtes blessé sur le travail, notifiez-le immédiatement, qu'on puisse vous prendre en charge. Comme ça, plus vite on traite, et plus vite vous pouvez repartir au travail, et on garantit que vous serez en santé plus longtemps aussi. Si jamais vous êtes malade, vous avez une maladie notamment contagieuse, une gastro, un rhume, peu importe, ne venez pas au travail ou appelez avant votre employeur et lui demandez quelles sont les conditions à respecter si vous voulez venir travailler parce que vous dites j'ai un petit rhume mais je me sens quand même en condition de travailler. À ce moment-là, votre employeur peut dire OK, mais à ce moment-là, il faut venir avec un masque. Ou alors tu peux venir mais seulement une demi-journée. Ou alors je vais t'assigner sur un autre poste juste pour cette journée-là. Parce que si vous venez et vous cachez ça parce que vous dites si je dis quelque chose, je ne vais pas travailler, je ne vais pas gagner d'argent, sachez que à ce moment-là, vous posez un risque pour tous les autres travailleurs autour de vous. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Et enfin, les règles. Alors, les règles de base et les politiques de l'entreprise. Ça aussi, c'est parfois un gros sujet parce que quand on arrive d'un autre pays, on n'a pas forcément les mêmes réflexes culturels. Un petit point très, très simple, les Français, on a l'habitude du quart d'heure français. Alors là, je vous donne un exemple un peu stéréotypé, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que on va arriver à l'heure, mais plus ou moins 15 minutes. Le problème au Canada, c'est qu'on ne fait pas ça. Si on vous dit votre journée de travail, elle commence à 8 heures, ça veut dire qu'à partir de 8 heures, vous commencez à travailler. Donc, si vous avez une habitude un peu française comme moi, arrivez 15 minutes en avance, le temps de vous préparer, de vous chauffer, d'aller prendre votre petit café, parler avec les copains, les copines. Comme ça, à 8 heures, vous travaillez. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que si vous ne respectez pas cette ponctualité-là, déjà, vous manquez de respect à vos collègues, malheureusement, et vous les mettez en danger. Ça aussi, c'est un autre point important. Si vous faites le shift du matin et que vous arrivez en retard, les gens qui ont travaillé toute la nuit, qui sont fatigués, qui veulent rentrer chez eux, qui veulent profiter de leur famille, ils sont statistiquement plus à risque d'avoir un accident du travail. Donc attention à bien respecter les heures pour garantir aussi au maximum la sécurité des autres. Et c'est aussi plus poli quand même. Utiliser les outils de travail de manière responsable. On ne s'amuse pas à jeter des marteaux aux uns aux autres pour qu'ils les attrapent en plein vol parce que c'est plus rapide. On fait le nécessaire pour garantir la sécurité de chacun à chaque fois. Même si on n'aime pas la personne, si on ne peut pas se la piffrer, j'en ai déjà eu des situations comme ça, rassurez-vous. Il vaut mieux être la plus grande personne, la plus mature et faire les choses convenablement. Garder confidentielles les informations internes, alors ça c'est un autre point. Si vous avez besoin, si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si vous pensez que votre manager ou que vous êtes dans une situation de harcèlement, vous avez le droit d'enregistrer les conversations, vous avez le droit d'enregistrer du moment que ça vous implique. Sachez-le, vous n'avez pas forcément à dire aux autres que vous les enregistrez parce qu'au Canada, vous êtes protégé là-dessus. Par contre, si vous enregistrez une vidéo et qu'à ce moment-là, vous êtes en train de divulguer un secret de fabrication ou une propriété intellectuelle
protégé de l'employeur, à ce moment-là, vous courez aussi un risque légal. Un exemple tout bête, votre manager, tous les matins à 10 heures, vient vous voir pour vous insulter et il le fait en face de la machine qui fait les petits gâteaux d'une manière secrète. Si vous filmez votre manager à ce moment-là en face de cette machine et qu'on peut clairement voir la machine, là, vous allez avoir un petit problème. Par contre, si vous l'enregistrez juste avec le son, là, on ne voit pas la machine, on est tranquille. C'est une toute petite nuance ici, mais il y a des employeurs qui sont quand même parfois assez tatillons là-dessus. Donc faites attention à ça. Évitez les conflits et les propos inappropriés, bien évidemment. Hein. Si vous êtes un peu joueur et vous avez envie de taquiner quelqu'un, posez-vous la question 2 fois avant. Vous n'avez pas forcément la même culture que cette personne, ou alors les gens qui vous observent n'ont pas la même culture. Donc faites attention à ça. Parce que parfois, vous allez faire une blague avec quelqu'un que vous connaissez bien, mais les autres personnes autour de vous vont dire « Oh là, attends, lui, il est ultra violent, il n'est pas respectueux, c'est pas bon. » Donc faites attention à votre environnement. Et évidemment, s'il y a un problème et que vous ne pouvez pas y couper, on va voir comment parler, comment résoudre les problématiques ensemble. Jusque-là, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout est beau? Oui, ça a l'air parfait. On avance. Je regarde le temps, on est bon, on aura le temps pour plus de questions et des exemples. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de problème? Ouais, c'est une bonne question. Hein. Donc, on va regarder un petit peu les ressources et les démarches qu'on peut faire. Les premières des choses à savoir, il y a 4 étapes ici que je vous ai mises. La première, c'est parler et documenter. Il y a une problématique de santé-sécurité où il y a quelqu'un qui fait des mauvaises blagues et ça commence vraiment, vous avez vraiment l'impression qu'on commence à vous harceler. La première des choses, avant toute plainte officielle, c'est il faut essayer de résoudre la situation directement, calmement et avec respect. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, ça c'est un truc qui est vraiment super bien, ça s'appelle la communication non violente. C'est par exemple, au lieu de dire « Hey, toi tu m'agaces », de dire « Est-ce qu'on peut parler une minute? Quand tu me dis cette chose-là et cette chose-là, je me sens attaqué, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas et j'aimerais à l'avenir qu'on fonctionne de telle manière. » Et là, vous remarquerez qu'en fait, au lieu de dire à la personne quelque chose de très négatif, en fait, je lui dis quel comportement elle a et comment ça m'affecte et comment j'ai envie qu'on travaille ensemble après. Et quand vous faites ça, généralement, ça peut résoudre 80-90% des conflits. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, allez discuter avec votre superviseur, votre gestionnaire. Consultez si vous pensez que vous avez besoin d'un peu plus d'informations pour vous préparer un organisme communautaire ou aussi un conseiller en emploi, ça peut aider. Et ensuite, l'autre point, si vous avez toujours un problème avec une personne ou si vous avez un problème avec votre manager parce qu'il ne vous paye pas vos heures et qu'il n'a toujours pas réglé ça, rassemblez des preuves. C'est-à-dire la copie de votre contrat, vos bulletins de paye, vos échanges courriels et textes. Il y a des applications qui existent pour que vous notiez tous les jours le nombre d'heures que vous faites aussi. Toutes ces choses-là, vous allez les garder, vous allez les accumuler et vous allez, si possible, les mettre en ordre. Comme ça, au moment où vous allez avoir besoin de dire, OK, là, l'employeur, il me doit 2 000 $, il m'a toujours pas payé, il faut que je lui fasse une lettre de mise en demeure. À ce moment-là, vous allez pouvoir aller voir un organisme communautaire s'ils ont une section juridique ou un avocat. L'avocat, à ce moment-là, il va faire le papier et dire, voilà, vous avez le contrat de travail, voici les preuves, vous n'avez pas payé votre employé suffisamment, vous lui devez 2 000 $ plus les frais de tatata. Si vous n'avez pas toutes ces preuves-là, si vous ne les accumulez pas au fur et à mesure, ça peut vraiment vous handicaper. Un exemple tout bête, votre talon de paye. À chaque fois que vous allez être payé, votre employeur, il doit vous donner un talon de paye. Eh bien, s'il ne vous le donne pas, c'est à vous d'aller le chercher. Souvent, en fait, quand on ne vous le donne pas par papier, il est disponible sur un site spécifique que l'employeur vous donne le lien et vous allez les télécharger. Et moi, je vous recommande très fortement, au pire une fois tous les 6 mois, mais au moins une fois par mois, allez, une fois aux 3 mois, allez les télécharger. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai été payé suffisamment? Le nombre d'heures que j'ai faites, est-ce que c'est bien ce qui devait être fait ou pas? Donc ça, c'est vraiment important. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez une base solide pour aller voir votre employeur et dire, tu vois, les 3 derniers bulletins de paie ici, tu m'as payé 5 heures de moins en moyenne, alors que j'ai travaillé jusqu'à telle heure, telle heure et telle heure. C'est marqué sur telle fiche la fiche de présence en plus dont j'ai pris la photo. Et ça, c'est un autre truc. Si vous travaillez ici dans le milieu, dans les usines, voilà, je vais retrouver mes mots, souvent vous avez les fiches de présence et on dit à quelle heure on commence à travailler, à quelle heure on arrête de travailler. Donc là aussi, vous pouvez prendre la photo, vous aurez vos preuves.
Quand vous devez déposer une plainte, vous avez plusieurs options. Vous pouvez évidemment prendre un avocat, mais si vous n'avez pas forcément les moyens ou si vous ne savez pas par où commencer, sachez qu'il existe un organisme qui s'appelle Employee Rights and Obligations, New Brunswick. Et ce site-là, alors ça c'est un autre point aussi, partout dans la présentation, tout ce qui est écrit en rouge, c'est un hyperlien. Vous pourrez cliquer dessus pour accéder au site. Cet organisme-là, c'est le gouvernement. Et dedans, ils ont des enquêteurs, ils ont des inspecteurs qui vont vous écouter, qui vont écouter votre problématique, qui vont vous poser des questions. Et s'ils voient qu'il y a une problématique, ils vont appeler l'employeur de façon anonyme et ils vont demander à résoudre cette problématique-là. Évidemment, parfois, l'employeur va dire bah non, il n'y a rien, tout va bien. Et là, les normes du travail ici, soit ils vont dire en fait, tout va bien, tout est normal, ou alors ils vont dire non, non, il y a vraiment un problème, on va venir enquêter, et à ce moment-là, l'employeur il va devoir prendre des actions pour corriger ça. Donc généralement, la façon dont ça se passe, c'est vous allez aller sur le site, vous allez remplir un formulaire, en ligne ou papier, ça dépend ce que vous préférez. Vous allez fournir toutes les informations nécessaires, plus toutes les preuves que vous avez, et à ce moment-là, les inspecteurs vont rappeler. Si vous préférez un appel en direct, il y a aussi le numéro de téléphone sans frais ici. Sachez que ça vous coûte absolument rien de les appeler. C'est gratuit, c'est un service que vous payez dans vos taxes. Voilà, donc n'ayez pas peur de l'utiliser si vous avez un doute. On avait des questions tout à l'heure, vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez partager vos informations personnelles avec eux, ils sont entraînés pour ça, ils savent comment gérer ces infos-là, donc n'ayez pas peur aussi d'utiliser les normes du travail. Ensuite, on continue avec les 2 derniers points ici. Et si vous avez des questions, on pourra les prendre après avec plaisir. Problème de sécurité ou de blessure, on contacte WorkSafe NB. Là encore, rassurez-vous, je vais vous faire un joli petit tableau juste après qui résume absolument tout. Mais vous êtes blessé, il y a un accident, il y a un risque d'accident potentiel et vous savez que c'est un problème, vous les appelez. Que ce soit des toilettes qui sont systématiquement bouchées et donc que vous ne pouvez pas utiliser, ou alors un fil électrique qui pendouille, ou alors des camions avec des pneus usés, ou tout simplement aussi peut-être des conditions de travail dans un bureau qui sont dangereuses, mettez-le, appelez-les, notifiez-les, si jamais votre employeur n'a pas résolu la situation. Important. Et enfin, si vous êtes un travailleur temporaire ou étranger, ce qui est, je pense, le cas de à peu près tout le monde aujourd'hui, sachez que le gouvernement fédéral, au niveau fédéral, le Canada, vous protège. Donc, si vous avez les mêmes droits que les travailleurs canadiens, donc vous avez le droit d'être payé au même niveau que les Canadiens. Ce n'est pas parce que vous venez d'arriver que vous devez être payé 2 $ de moins de l'heure. Si on vous offre un logement, il faut que ce logement il soit sécuritaire, il soit propre, il soit salubre. C'est ça qui est important. Et aussi qu'on ne vous déduise pas trop d'argent par rapport à ça. Ça aussi, c'est un autre point qui est important. Vous avez le droit à un milieu de travail sans harcèlement ni violence. Ce n'est pas parce que vous venez d'arriver qu'on doit forcément vous appeler le petit Français, le petit Algérien. Non. Vous avez le droit à être respecté comme tous les autres. Et enfin, vous avez le droit de garder vos documents personnels. L'employeur n'a pas le droit de retenir votre passeport, vos documents personnels, votre visa. Vous allez probablement devoir montrer et prouver que vous avez la capacité de travailler légalement au Nouveau-Brunswick. Donc, il est possible que votre employeur vous demande d'apporter ces documents pour qu'il puisse faire une copie. À ce moment-là, vous restez dans l'endroit, vous attendez qu'il ait fini sa copie et vous repartez avec. Si votre employeur vous dit non, non, mais reviens à la fin de la journée et puis je te le rendrai, dites non, non, c'est mes documents personnels, j'en ai besoin, je veux les garder. Voilà, c'est par respect, je respecte l'employeur, mais je veux garder mes documents avec moi, j'ai peur de les oublier. Et tout va bien se passer à ce moment-là. Si jamais l'employeur décide que non, non, il va les garder, il n'y a pas de souci, là aussi, je vous ai mis un numéro de téléphone et un formulaire confidentiel pour signaler cette problématique-là. Parce que personne, aucun employeur, sous aucune condition, ne peut retenir vos documents à vous. Je vais prendre une petite respiration. Qu'est-ce qu'on a? Les outils après. OK, alors je vous montre les outils et après, on pourra discuter ensemble. Vous savez quoi? Juste avant, on va faire un petit point. J'en ai pas parlé, mais vous pouvez l'utiliser. Si vous décidez d'utiliser l'IA, Copilot, ChatGPT, DeepSeek, peu importe, s'il vous plaît, ça c'est un point vraiment très très important, ne partez pas du principe que ces intelligences artificielles ont raison. C'est complètement faux. Un exemple tout bête, il y a encore une semaine, j'ai demandé à ChatGPT quel est le salaire minimum au Nouveau-Brunswick et il m'a donné le salaire d'il y a 2 ans. Il ne m'a pas donné le vrai salaire. Donc, la façon
idéal d'utiliser l'intelligence artificielle si vous avez un problème, si voilà, vous avez un problème avec votre manager, peu importe, c'est de lui demander les sources d'informations. Je suis un employé au Nouveau-Brunswick, j'ai un problème de paye avec mon employeur. Où est-ce que je peux trouver les informations relatives au paiement des heures supplémentaires au niveau du gouvernement? Et là, il va pouvoir vous trouver les bons liens, vous allez cliquer dessus et là, vous allez pouvoir savoir exactement ce qui se passe. Si jamais il y a trop de texte, vous pouvez copier-coller le texte, le mettre dans ChatGPT et lui dire « Ok, il y a trop d'informations, aide-moi à comprendre quels sont les points les plus importants vis-à-vis du paiement des heures supplémentaires. » Là, il va pouvoir vous faire un travail propre aussi. Si vous avez du mal à aborder votre manager, parce que vous dites oh, « Je ne peux pas lui dire qu'il ne me paye pas parce que sinon, je me sens mal à l'aise ou peut-être qu'il va perdre la face en face de moi » parce qu'on a tous nos habitudes culturelles. Sachez que vous pouvez utiliser l'IA pour lui dire « Hey, j'ai un problème avec mes heures supplémentaires, mon manager ne me les a pas payées. Comment je peux lui demander respectueusement de regarder cette problématique et de la résoudre ?» Et ChatGPT va vous aider avec ça en vous donnant un joli petit message qui n'est pas négatif, qui ne manque pas de respect, et comme ça, vous pouvez avancer tranquillement. Donc ça c'est la bonne façon d'utiliser l'IA. Si vous le faites autrement, grand bien vous fasse, mais attention. Donc, ensuite, les petits points que je vous disais tout à l'heure, on m'avait demandé, est-ce qu'on peut avoir la liste? Oui, bien sûr, la voilà. Pour le type de problème, non-paiement, congé, les heures, les contrats, etc., c'est les normes d'emploi du Nouveau-Brunswick. Si c'est les dangers, blessures, sécurité au travail, c'est WorkSafe NB, etc., etc. Je vous ai mis les hyperliens, je vous ai mis les numéros de téléphone. Avec ça, vous devriez être à peu près bien protégé. Je vous donne aussi, je vois qu'il nous reste une petite demi-heure, c'est parfait, on est dans les temps. Je vous fais une petite liste ici. J'ai dit petit, c'est un peu, voilà, c'est un euphémisme, mais l'idée, c'est quand vous allez commencer votre premier jour de travail, ou même juste avant, que vous ayez une petite liste de contrôle pour pouvoir poser les questions où vous dites, tiens, est-ce que j'ai bien toutes ces informations-là? Quelles sont mes heures de travail quotidiennes? Quelle est la durée de ma pause repas? Quand est-ce que je peux la prendre? Est-ce que mon employeur assurera-t-il le transport vers le lieu de travail ou pas, étant donné que je n'ai pas de voiture? Comment je vais recevoir mon salaire? Est-ce qu'il va m'être payé en chèque ou en virement automatique? Est-ce que j'ai le droit à des prestations de santé, une pension, une affiliation syndicale? Ça aussi, c'est un autre point. Ce qu'il faut comprendre, c'est on n'a pas parlé des conditions ici de paiement, des conditions du package de compensation, parce que ce n'est pas directement lié à votre... Vous avez le droit d'être payé, évidemment, mais ce paiement, ça prend différentes formes. Vous allez avoir le salaire, vous allez avoir peut-être un fonds de pension, vous allez avoir une couverture médicale additionnelle. Il y a plein de choses ici qui peuvent s'ajouter. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, avant de commencer votre emploi, vous pouvez aussi, parce que j'ai un petit orchestre à côté de moi, vous pouvez aussi prendre ces questions-là, les mettre dans le chat GPT et lui dire « je vis, je travaille au Nouveau-Brunswick, peux-tu me donner plus d'informations vis-à-vis de ça et me donner des liens utiles pour en apprendre plus ?» Et là, vous aurez toutes les informations nécessaires aussi. Donc, prenez aujourd'hui toutes ces informations, non pas comme un dictionnaire, mais comme un canevas d'idées et d'informations que vous allez pouvoir utiliser, soit en préparation de votre emploi ou au moment où vous pensez que vous avez une problématique. Vous pourrez vous référer à ça aussi. Je prends une toute petite pause ici. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des remarques? Est-ce que de votre côté, il y a des choses qui font sens? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites ça, je ne comprends pas, il y a un petit problème avec ça? Sachez que c'est parfaitement normal. Je suis là pour vous aider. Vous l'avez vu, si je ne peux pas répondre à la question, je le dis. Sinon, je ferai de mon mieux pour vous aider parce que je pense que c'est vraiment très important pour vous que vous vous sentiez à l'aise de d'abord poser les questions ici, mais ensuite plus tard à votre employeur pour que vous réussissiez votre intégration plus rapidement et que vous puissiez avoir enfin la vie que vous attendez ici au Canada. Oui, alors je sais, là je finis comme ça, c'est un petit peu intimidant, mais n'hésitez pas. Il faut y aller tranquillement. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne? Est-ce que peut-être il y a les sites internet, est-ce que je voulais que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne aussi? Là, on a encore 28 minutes, c'est top, parce qu'on peut vraiment prendre le temps de regarder les choses. Oui, on en a une. Jamiev? Ah, j'entends pas. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui. Oui, oui, salut, c'est plutôt Valentin. J'utilise le compte de ma fille. En fait, Ah, merci pour la bonne présentation. C'est vraiment
J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, ma question, c'était celle-ci. Au fait, ça fait 3 ans depuis que je travaille pour un employeur. Et dans Mhm. le contrat que j'avais, donc c'était écrit qu'on devait avoir des augmentations parce que c'est dans le domaine de la petite enfance garderie, mais on n'a jamais eu d'augmentation. Est-ce que l'employeur a le droit de ne pas respecter ce qui est écrit dans son contrat et ou non? Alors, généralement, quand l'employeur écrit, alors, et là aussi, il faut faire attention parce que généralement, les contrats, on écrit toujours ça d'une manière un petit peu alambiquée. Donc, si dans ton contrat, on te dit, vous êtes, vous êtes potentiellement éligible à des augmentations de salaire chaque année, à ce moment-là, ça veut dire que ça peut arriver, mais c'est pas obligatoire. Par contre, si dans le contrat, c'est marqué qu'à chaque année, vous aurez le droit à une augmentation de salaire qui est égale à l'augmentation du coût de la vie, par exemple. Là, dans cette formulation-là, oui, en effet, l'employeur s'oblige à vous augmenter. Et s'il ne le fait pas, il faut en discuter avec lui. Ça, hein, comme tu as pu le voir, il faut par écrit lui dire ah tiens, voilà, comment on va dire ça? On va dire bonjour employeur, j'espère que tu vas bien. J'ai remarqué en réalisant mon contrat que nous étions de base éligibles à une augmentation de salaire à chaque année. Malheureusement, je ne l'ai pas constaté dans mes fiches de paie. Est-il possible d'en discuter cette semaine? Et alors là, petite option, tu l'auras remarqué, je suis très cordial, je rappelle les faits et je lui donne une fenêtre de temps. Et ça aussi, c'est important. Il faut toujours donner une fenêtre de temps raisonnable à l'employeur pour répondre. Et donc là, si tu lui dis, bah, merci voilà, de me revenir sous une semaine, voilà. Et s'il ne le fait pas, bah, tu le relances à ce moment-là. Quand le délai est dépassé, tu dis, bah, écoute, j'ai pas entendu parler de toi. Est-ce que tu peux me dire si tu as bien reçu, etc. Ce serait bien parce que j'ai besoin qu'on puisse avancer là-dessus. Et faisons un point d'ici 3 jours. Et à ce moment-là, si encore une fois l'employeur t'a évité ou il t'a répondu quelque chose d'un peu flou, tu peux, et on reprend exactement ce qu'on a vu avant, le non paiement des heures, ça va au niveau des normes d'emploi. Donc à ce moment-là, tu peux tout simplement notifier les normes d'emploi. Tu peux dire, bon, bah écoutez, j'ai eu un petit problème là-dessus, j'ai besoin que vous m'aidiez parce que je pense que je n'ai pas eu toutes les heures payées. Alors, autre point aussi, si tu n'es pas à l'aise avec cette approche, sachez tout le monde que c'est parfaitement normal parce que si vous avez peur de vous faire licencier parce que vous dites votre employeur, bah, peut-être il a la gâchette facile, et on se le dit juste entre nous, et que ça concerne plus que toi, ça Oui, concerne aussi les autres. c'est À ce vrai. moment-là, tu peux directement aller auprès des normes d'emploi et dire bah, j'ai un problème, je pense que tous les employés de l'entreprise n'ont pas été augmentés alors que dans notre salaire, dans notre contrat, c'est marqué clairement. Et là, les inspecteurs, ils vont agir de manière anonyme, c'est-à-dire que l'employeur, il aura quand même du mal à savoir qui a fait la réclamation à la base, mais au moins ça s'appliquera à tout le monde. Donc tu as ces deux possibilités-là. Généralement, on veut toujours essayer de le faire à l'amiable en premier, parce que le Canada, c'est le pays du compromis. Mais si tu ne te sens pas en sécurité, si tu ne te sens pas à l'aise, tu peux commencer avec les normes du travail. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, certainement. Merci beaucoup. Ok. Pfiou, ouais, j'ai parlé longtemps, mais je veux juste être sûr que tu aies toutes les infos là. Oui, oui, ça Ok, répond. Merci beaucoup. excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus en confiance par rapport à vos droits, à vos obligations aussi? Est-ce que ça va mieux? Pas de réponse, bonne réponse? OK, ça m'a l'air pas mal. Autre petit point, je pense ah oui. Et Emma qui me fait un petit message. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors 2 petites choses avant que vous partiez. La première, c'est Emma vient de mettre un formulaire, à répondre. Ça, c'est un formulaire très important pour nous parce que ça nous permet de savoir si on a fait du bon travail aujourd'hui. Si vous êtes satisfait de ce qu'on vous a montré, s'il vous plaît, prenez une petite minute, répondez à ce formulaire parce que même pour moi, ça permet de m'améliorer. Si vous pensez que je suis bien aujourd'hui, imaginez la semaine prochaine, ce sera encore mieux. Mais en attendant, je vous laisse remplir ça et dans 2 minutes, je vais aussi vous donner le lien vers la présentation et je vous recommande 2-3 petites choses en plus. La première, évidemment, c'est si vous n'avez pas le temps, vous avez des enfants, vous avez un travail, la vie avance plus vite que vous ne le voulez. Petite astuce pour vous, prenez 2 minutes le matin. Avant, quand vous vous levez, avant d'aller voir votre enfant ou juste après quand vous prenez votre café et lisez juste pendant 2 minutes chrono
lisez la présentation pour vous rafraîchir. Lisez les liens que je vous ai envoyés. Au bout d'une semaine, vous aurez vu tous les liens. Vous en saurez beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et ça va vous aider. Le deuxième point ici, qui est très important à savoir, cette présentation ici, elle a une durée de vie très courte. Hein. Elle va rester ici pendant 3-4 semaines, pas plus. Donc, assurez-vous, on a déjà fait les questions, assurez-vous, s'il vous plaît, d'aller prendre les informations qui vous intéressent. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, entre vous et moi, vous le ferez jamais. Et moi, je suis comme ça aussi. Donc, c'est vraiment important. Le dernier point ici, vous êtes une communauté. Ajoutez-vous les uns et les autres sur LinkedIn. Profitez-en parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous entraider, créer une communauté forte au Nouveau-Brunswick de francophones et développer finalement aussi votre carrière plus rapidement. Et je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Si tout le monde a pu remplir, ou en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, remplissez le formulaire et je vais vous donner le lien vers la présentation. Merci beaucoup, Thomas. Puis, oui, le formulaire, là, c'est vraiment quelque chose qui prend comme 30 secondes à remplir. C'est quelques questions seulement. Donc, je vous invite vraiment, moi aussi, à le remplir. Comme Thomas disait, ça va nous permettre de nous améliorer, puis lui aussi de s'améliorer. Donc, remplissez-les. Puis, j'ai mis mon courriel également dans le message. Donc, s'il y a des questions après la présentation d'aujourd'hui, par rapport au programme connecteur ou par rapport à peu importe, n'hésitez pas à me contacter. Mon courriel est là. Thomas a partagé la publication, dans la publication aussi sa présentation. Donc, merci. Je vais arrêter l'enregistrement si c'est correct avec tout le monde. C'est beau.